Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dommage en droit de la responsabilité civile. Le dommage qui est donc une des conditions pour engager la responsabilité civile d'une personne, puisqu'effectivement, pour rappel, pour engager la responsabilité civile d'une personne, il faut un dommage, il faut également un fait générateur, donc une faute, un fait d'une chose ou un fait d'autrui, et il faut enfin un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Et donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement au dommage. Alors, qu'est-ce que le dommage ? Le dommage peut se définir comme l'atteinte subie par une personne dans son corps, dans son patrimoine, ou bien dans ses intérêts extra-patrimoniaux. Alors, on parle indifféremment de dommage ou de préjudice. Ces deux termes sont utilisés comme des synonymes. Je sais que certains auteurs et certains professeurs les distinguent en ce que le dommage, ça serait l'atteinte en elle-même, alors que le préjudice, ça serait plutôt les conséquences de l'atteinte. Mais sachez qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui les utilisent comme des synonymes, et personnellement, je suis d'accord avec ces auteurs. Je pense que ça rend les choses plus simples de les utiliser comme des synonymes, et donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais donc cette définition du dommage, finalement, elle nous montre qu'en droit français, il y a trois principaux types de dommages. On a d'abord le dommage matériel, qui consiste en une atteinte au patrimoine de la personne. Par exemple, un accident de la circulation qui entraînerait la destruction d'une voiture. Et bien à ce moment-là, le propriétaire de la voiture subit une atteinte à un de ses biens, subit donc une atteinte à son patrimoine. C'est un dommage matériel. Autre exemple de dommage matériel, ça pourrait être un artisan ou un commerçant qui verrait son local détruit par une explosion causée par un de ses voisins. Donc à ce moment-là, son activité s'arrête, il subit une perte de revenus, et donc là aussi, c'est un dommage matériel. On a également, outre le dommage matériel, on a le préjudice moral. Alors le préjudice moral, il ne consiste pas en une atteinte au patrimoine de la personne, au contraire, il consiste en une atteinte aux intérêts extra-patrimoniaux de la personne. Par exemple, une atteinte aux sentiments de la personne, une atteinte à son honneur, une atteinte à sa vie privée. Ça peut être aussi, par exemple, la perte d'un proche. Tout ça, ce sont des préjudices moraux. De manière générale, le préjudice moral, il correspond aux souffrances psychologiques qui sont endurées par une personne. Et puis enfin, troisième type de dommage, on a le dommage corporel, qui lui consiste en une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Par exemple, une blessure. Ça, ce sont donc les trois principaux types de dommages. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être réparable, pour donner lieu à réparation, eh bien, le dommage doit présenter certains caractères. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais juste avant, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit de la responsabilité civile, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en responsabilité civile, qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résume parfaitement le droit de la responsabilité civile. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement cette matière. Vous allez également, très important, mieux comprendre cette matière et de manière générale, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit de la responsabilité civile. Et donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On enchaîne donc avec les caractères du dommage réparable. Pour que le dommage soit réparable, il doit être direct, certain et légitime. Commençons avec le caractère direct. Alors le caractère direct du dommage, il signifie que le dommage doit en principe découler directement du fait générateur. Il doit être la conséquence immédiate du fait générateur. Il doit donc être immédiat et subi personnellement par la victime. Donc ça, c'est le principe. En revanche, il existe des cas où le préjudice ne sera pas immédiat.
On parle alors de préjudice par ricochet. Alors, qu'est-ce que le préjudice par ricochet? Le préjudice par ricochet, c'est le préjudice qui est subi non pas par la victime directe d'un dommage, mais par une autre personne en raison du dommage subi par la victime directe. Autrement dit, c'est le préjudice que subit une personne en raison du dommage causé à une autre. Et ce préjudice, qui peut d'ailleurs être aussi bien matériel que moral, il peut donner lieu à réparation. Donc, prenons un exemple. On a une femme qui perd son mari dans un accident. Eh bien, si le décès de son mari la prive de ressources, eh bien, alors elle subit, en tant que victime par ricochet, un préjudice matériel dont elle peut demander réparation. Mais le décès de son mari lui cause également, évidemment, une souffrance morale et constitue donc pour elle un préjudice moral qui peut, lui aussi, donner lieu à réparation. D'accord? Donc ça, c'est le préjudice par ricochet. On passe maintenant au deuxième caractère du dommage réparable, qui est le caractère certain. Le dommage doit également être certain. Autrement dit, il doit être avéré, il ne doit pas faire de doute. Et donc ainsi, un préjudice qui serait simplement éventuel ou hypothétique ne serait pas réparable. Et également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un préjudice futur peut être réparé à partir du moment où il est certain que ce préjudice va se réaliser. Et dans ce caractère certain du dommage réparable, il faut aussi envisager le cas particulier de la perte de chance. Alors là, c'est un petit peu complexe, donc je vous conseille d'être bien attentif. Déjà, qu'est-ce que la perte de chance? La perte de chance, elle se définit comme la disparition d'une éventualité favorable. Donc autrement dit, il y a perte de chance. Pardon, il y a perte de chance, je disais. Chaque fois qu'un dommage a fait disparaître la probabilité qu'un événement favorable pour la victime se réalise. Prenons un exemple. Imaginons un étudiant qui se rend en voiture au centre d'examen pour passer l'examen d'entrée au CRFPA, l'examen pour devenir avocat. Admettons que sur le trajet, il y ait un accident de la circulation, alors l'étudiant sort indemne de l'accident, mais il arrive trop tard pour composer et il n'est pas autorisé à passer l'épreuve. Et bien dans ce cas, l'étudiant subit une perte de chance. En l'occurrence, la perte de chance de réussir l'examen du CRFPA. On a bien un dommage, en l'occurrence l'accident, qui a fait disparaître la possibilité qu'un événement favorable pour la victime se réalise, à savoir la possibilité qu'il réussisse l'examen du CRFPA. Ok? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être réparable, eh bien la perte de chance doit être certaine. Tout dommage pour être réparable doit être certain, et la perte de chance ne fait pas exception, elle ne sera réparable que si elle est certaine. Autrement dit, il est certain que l'événement ne se réalisera pas. La perte de chance doit anéantir la possibilité que l'événement se réalise. Donc si on reprend l'exemple de l'étudiant qui rate l'examen du CRFPA à cause d'un accident de la circulation, eh bien la perte de chance qu'il subit ne sera pas nécessairement réparable. Et oui, parce qu'il est possible de se présenter à l'examen du CRFPA 3 fois. Toute personne a 3 tentatives, maximum. Et donc par exemple, si l'étudiant passait le CRFPA pour la première fois, eh bien oui, il le rate, c'est malheureux, mais il pourrait se représenter à l'examen l'année prochaine. Et donc finalement ici, la perte de chance de réussir l'examen du CRFPA ne serait pas réduite à 0. Elle ne serait pas anéantie. L'étudiant aurait toujours la possibilité de réussir cet examen à l'avenir. Et donc typiquement dans ce genre de cas, la jurisprudence refuse en général d'indemniser la perte de chance
puisque la perte de chance n'est pas certaine. En revanche, si l'étudiant en était à sa 3e tentative, bah là, il n'aurait plus la possibilité de se représenter à l'examen et donc de le réussir. Et donc, dans un tel cas, la perte de chance serait considérée comme certaine et pourrait donner lieu à réparation. Voilà, et concernant la perte de chance, il nous reste un dernier point à traiter. C'est le point de savoir comment est indemnisée la perte de chance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est seulement la perte de chance qui est indemnisée. Comprenez bien que ce n'est pas l'absence de réalisation de l'événement favorable qui est indemnisé. Non, ce qui est indemnisé, c'est seulement la privation de la possibilité de faire en sorte que cet événement se réalise. Et c'est pour ça que l'indemnisation de la perte de chance constitue nécessairement une fraction de ce que l'événement aurait procuré s'il s'était réalisé. Donc si on reprend l'exemple de l'étudiant qui rate l'examen du CRFPA à cause d'un accident de la circulation et qui se présentait à l'examen pour la 3e fois, concrètement, il perd la possibilité de réussir l'examen du CRFPA et donc de devenir avocat. Et dans son cas, ce qui serait indemnisé, ce n'est pas le fait qu'il ne deviendra pas avocat. On ne pourrait pas l'indemniser pour le fait qu'il ne deviendra pas avocat, puisqu'il n'était pas certain de réussir l'examen du CRFPA. Ce qui serait indemnisé dans son cas, c'est seulement la perte de chance, c'est-à-dire la disparition de la possibilité qu'il avait de réussir l'examen du CRFPA et donc de devenir avocat. Et donc, par exemple, il ne pourrait pas obtenir l'indemnisation de toute la perte de rémunération correspondant à la profession d'avocat. Non. Son indemnisation serait nécessairement une fraction de ce que la profession d'avocat aurait pu lui apporter. Voilà donc pour la perte de chance et voilà donc plus généralement pour le caractère certain. On va maintenant passer au dernier caractère du dommage réparable, qui est le caractère légitime. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dommage est légitime quand il ne heurte ni la loi, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Et donc ainsi, ne peuvent pas être réparés les dommages qui découlent d'intérêts illégaux, ou bien contraires à l'ordre public, ou bien contraires aux bonnes mœurs. Par exemple, un dommage consistant en une perte de rémunération provenant d'un travail non déclaré ne peut pas être réparé. Donc imaginons quelqu'un qui travaille au black, un travail non déclaré, dans le langage courant, on parle de travail au black. Et donc imaginons quelqu'un qui, par exemple, effectuerait des travaux de plomberie et qui effectuerait cette activité au black. C'est-à-dire que concrètement, cette personne ne déclarerait pas ses revenus et donc ne paierait pas ses impôts sur ses revenus. Eh bien, si jamais cette personne subit un dommage qui consisterait en une perte de rémunération provenant de ce travail au black, eh bien, il ne pourrait pas obtenir réparation de ce dommage. Parce que certes, il subit une perte de rémunération, mais cette perte de rémunération, elle est liée à une activité qui est illicite, en l'occurrence, le fait de travailler sans déclarer ses revenus. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de dommage en droit de la responsabilité civile. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.